Bonjour messieurs, dames, et merci d'être venus si nombreux à cette table ronde, donc une table ronde du monde. Donc c'est une table consacrée à un thème qui, à mes yeux, est au cœur de cette 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Et autour de nous, pendant 1h30, mais environ 3/4 d'heure entre eux, et ensuite 3/4 d'heure entre vous et mes trois invités. Donc, à ma droite, le professeur Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, donc sociologue. À ma gauche, tout de suite, monsieur Jean-Pierre Chevènement, qu'on ne présente plus, ancien ministre, plusieurs fois, depuis les années 80, et ancien sénateur, et actuellement président de la Fondation Respublica, et donc un politique. Et à ma gauche, un historien, Pierre-Séverin Guelu, qui est donc professeur d'histoire à l'Université de Paris-Sorbonne. Et donc tous les trois, donc un sociologue, un politique, un historien, je tenais à cette pluralité des profils pour avoir justement un regard pluriel sur les empires. La première question, puisque moi j'ai souvent l'habitude d'aller à des conférences où parfois les conférenciers ne répondent pas au sujet, donc je vais carrément poser la question du sujet. Un sujet qui est paru complexe, d'après ce que j'ai pu comprendre de la part de mes voisins. Mais alors, directement, commençons par le professeur. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie d'empire ? Est-ce qu'on sort d'un empire ? On parle du Roselle avec tout empire périra, ou d'autres qui disent que l'empire ne meurt jamais. Ou ce matin, Madame la ministre qui dit « l'Empire est mort, vive l'Empire ». Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Ça m'inspire d'abord la peur de ne pas répondre au sujet, après ce que vous avez dit. Donc, effectivement, je le dis avec d'autant plus de modestie et de prudence. Je voudrais juste, puisqu'il s'agit de faire différents tours de table et surtout tours de salle, trois choses. La première, effectivement, il y a une métaphore, il y a une image sortie d'empire, sortie de secours. Donc, essayons peut-être de voir ce qu'il peut en être. Il faudrait même aller encore un peu plus haut. Qu'est-ce que c'est qu'un empire ? Alors je pense qu'à chaque fois que vous assistez à une table ronde aujourd'hui, vous entendez « mais quelle est ma définition de l'empire ?» On ne va pas y passer trop longtemps. Pour moi, l'empire, c'est là où le système politique procède plus par rayonnement que par territorialité. Cette territorialité inscrite, limitée par des frontières. Et la sortie d'empire, même si je ne suis pas historien, et je le dis aussi avec humilité devant mon collègue et ami historien, c'est cette entrée dans ce début officiel du système international qu'a été le système westphalien. Vous savez qu'en Europe, et l'Europe a été à l'époque, et c'est bien le problème, à elle seule, le seul système international, à la fin du Moyen-Âge, se sont construits des États et s'est peu à peu construit un système interétatique. Et la paix de Westphalie, 1648, vous savez tout ça très très bien, c'est faite justement contre l'Empire pour bâtir des États. Donc la question, c'est que vont faire les empires fort nombreux face à ce système westphalien interétatique qui se constituait et qui va donner naissance à notre droit international public. Donc ce n'est pas rien et qui va donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme simili ordre international. Et à partir de là, je pense qu'on peut envisager trois postures. La permanence, c'est-à-dire on se fait appeler État mais on continue à être un empire. Est-ce que la Russie n'a jamais cessé d'être un empire? Est-ce que la Chine n'a jamais cessé d'être un empire? La conversion, c'est-à-dire je me change et je deviens un État-nation. L'Autriche, après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, le Brésil, qui était un empire à un moment et qui est un État-nation. Ou enfin, troisième posture, la résurrection. C'est-à-dire je me suis rangé des voitures, je suis devenu un État, et puis ça me reprend. Voilà que ça me reprend. Et effectivement, cette poussée impériale, structurante, récurrente. Ça, c'est peut-être la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est justement la brutalité, la dureté, la difficulté de la rupture avec l'Empire. C'est pas facile
de sortir de la peau impériale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater que toutes les sorties que nous connaissons ont été des sorties extrêmement douloureuses. D'abord, la principale sortie d'Empire, mon cher président, ça a été la défaite. C'est-à-dire l'Allemagne défaite en 1919, et du coup l'Autriche-Hongrie, et du coup l'Empire ottoman. Bref, le premier malheur, la sortie accompagnée de la défaite. La deuxième sortie possible, c'est encore pire. C'est la défaite avec en plus la mise sous tutelle. Regardez comment la désimpérialisation du Japon et son étatisation s'est faite non seulement sous l'effet d'une défaite lourde que nous connaissons, mais aussi sous le contrôle direct, étroit des États-Unis, et donc sous la tutelle des États-Unis. La troisième sortie, c'est la sortie je dirais, par la défaite en bas, c'est-à-dire face à la résistance des peuples et face à leur volonté d'exprimer une souveraineté nationale. C'est la défaite des empires coloniaux, où le colonisateur a été battu par infiniment plus petit que lui, mais c'est aussi ces nationalités qui poussent sous les empires ottomans, russes, chinois, austro-hongrois. Et la troisième chose, je regarde toujours de manière inquiète, si je suis encore dans le temps. Bon. Ah, je peux être inquiet, bien sûr. Troisième idée que je voulais dire, et peut-être est-ce une autre piste, j'en sais rien, on va en discuter tous ensemble, c'est essayer de trouver des indices empiriques de sortie d'empire. Essayer de voir in concreto comment ça peut se vérifier. Alors, j'en ai trouvé 5. Alors, je ne sais pas, 10 minutes chacune, et puis j'aurai fini. La première, c'est cette résurgence impériale. J'aurais tendance à dire même, pardon, je vais vous choquer, régurgitation impériale, que l'on trouve dans les anciennes puissances coloniales, notamment. À travers ce concept que je vous propose de méditer, moi qui m'a toujours effrayé, qui est le concept de responsabilité particulière. La France a des responsabilités particulières au Mali ou en République centrafricaine. Tiens, mais pourquoi ? Dans ce cas-là, tiens, la Russie a des responsabilités particulières en Ukraine. Peut-être que la Chine a des responsabilités particulières en Corée. C'est très intéressant, cette affaire, parce que c'est la renaissance de l'Empire par une mémoire légitimante. C'est-à-dire, là, c'est la mémoire qui œuvre et qui vient légitimer une ingérence. Le deuxième indicateur sur lequel on pourrait travailler, c'est l'appétit. Tiens, j'ai un petit creux. Et ça aussi, c'est une résurgence impériale. Et c'est une résurgence de la mémoire impériale. C'est la Russie en Crimée. C'est la France à Mayotte. Et on pourrait trouver aussi bien des éveils d'appétits impériaux que l'on croyait éteints. Le troisième, alors ça, c'est quelque chose que je crois très important et sur lequel il faut beaucoup travailler, c'est la manière dont se réincarne un empire à travers ce statut nouveau qui appartient à l'actualité des relations internationales de puissance régionale. La Chine a profil bas impérial. Même si on pourrait beaucoup dire de choses sur Mao Tse-tung et l'Empire chinois et la mémoire impériale, etc. Malraux a écrit des pages immortelles là-dessus, de témoignages. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la Chine profile bas dans les relations internationales mondiales, s'exprime presque jamais au Conseil de sécurité, s'exprime pas sur les principaux conflits israélo-palestiniens, sahéliens, etc., est au contraire très impériale dans sa région. Et c'est une banalité que de dire ça. La Chine face au Japon, la Chine face au Vietnam, qu'elle avait commencé à envahir en 1979, la Chine face à la Birmanie, la Chine face à la Corée, la Chine face à la Thaïlande, etc., etc., la Chine face à l'ASEAN, qui explique à l'ASEAN, bon, vous êtes mignons, vous êtes gentils, mais moi, je vous propose l'ASEAN plus moi. Enfin, ça a été d'ailleurs l'ASEAN plus 3, mais où la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui vient d'être créée,
et où la Chine a déjà plus de 40% du capital. Est-ce que ça ne marcherait pas pour l'Allemagne, sa puissance régionale? Est-ce que ça ne marcherait pas pour le Brésil, qui était un empire et qui a une posture de puissance régionale en Amérique latine? Est-ce que ça ne marcherait pas aussi pour l'Inde, en Asie du Sud? Est-ce que ça ne marcherait pas pour la Turquie? Bel exemple de puissance régionale néo-impériale. Il y a une quatrième méditation peut-être à faire dans ces reconquêtes, qui est l'effet d'ingérence. Alors là, ce n'est pas seulement la mémoire qui est convoquée, mais c'est les anciens réseaux qui sont activés. La France-Afrique, ça a une saveur impériale, c'est presque le Canada Dry de l'Empire, ça a du goût d'Empire, ça ressemble à de l'Empire, c'est peut-être pas de l'Empire, j'en suis d'ailleurs moins sûr. Bon, la Russie aujourd'hui, la Chine, etc. Bien. Et puis, enfin, la cinquième figure que je voudrais convoquer, alors elle est un petit peu différente. C'est la figure messianique. C'est-à-dire, derrière l'Empire, je disais tout à l'heure, il y a un rayonnement. Et derrière le rayonnement, il y a une ambition universaliste. L'universalisme, pour moi, c'est le contraire de l'altérité. L'universalisme, c'est ma civilisation qui s'impose naturellement au monde parce que c'est la meilleure. Alors là, c'est très intéressant parce que on voit bien comment le christianisme et l'islam, les deux, sont de merveilleux supports d'universalisme et de messianisme. Et on voit bien cette forme nouvelle d'empire, formelle ou informelle, réelle ou subliminale, qui se retrouve derrière l'empire américain, qui est un empire organisé autour du messianisme, l'empire colonial français et cette France-Afrique. Alors, il y a une chose quand même qui est intéressante. C'est que la Chine n'est pas messianique. D'abord parce que la Chine n'est pas animée par une religion empruntée à ce vocabulaire d'universalisation. Le support culturel chinois que constituent le confucianisme et le bouddhisme, ce ne sont pas des supports messianiques. Les Chinois ne cherchent jamais à aller évangéliser les nations, même au sens figuré du terme. Alors, est-ce que ce ne serait pas une variante de résurgence impériale que ce messianisme, mais en tous les cas, le support de toutes les témérités néo-impériales dont le néoconservatisme est le dernier avatar? Je regrette de conclure sur néoconservatisme. Pas de souci, merci. Monsieur Chevènement, le décor vient d'être planté. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces 3 voies et ces 5 méditations, par rapport au sujet? Et j'en profite pour rajouter une question. On dit souvent que les empires ont fait preuve de tolérance à l'égard des minorités. Or, l'État-nation, lui, a été beaucoup plus dur avec des minorités. Donc, est-ce que pour une minorité, mieux vaut vivre sous un empire ou dans le cadre d'un État-nation, voire même être constituée elle-même un État-nation? Mais ça voudrait dire un renversement du système mondial. Donc, quel est votre avis sur toute cette réflexion qui vient d'être énoncée? Merci. Bien, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Bertrand Badi. Je pourrais nuancer son propos sur certains points. J'apprécie ce qu'il dit sur l'importance des ressentiments, des humiliations dans la vie internationale. C'est très important pour qui veut comprendre la vie entre les nations. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que, à l'époque contemporaine, il y a 2 formes d'organisation, c'est soit l'empire, soit la nation. C'est l'un ou l'autre. Je ne cache pas, pour ce qui me concerne, ma préférence pour la nation. Ah bon? Pour une raison très simple, c'est qu'elle permet la démocratie et c'est qu'elle permet l'égalité. L'égalité devant la loi. Ce que ne permet pas
la forme empire. La forme empire est une forme d'intégration différenciée à différents niveaux. Il y a généralement une dynastie ou une nation dominante, ça va d'ailleurs souvent de pair. Prenons quand même comme exemple l'empire des Habsbourg, qui est devenu l'empire d'Autriche-Hongrie, mais qui avant était le Saint-Empire romain germanique. Voilà le modèle d'un empire continental à l'échelle de l'Europe qui a prétendu prendre la succession à un certain moment de l'empire romain, longtemps après. Et je pense que c'est une forme d'organisation souple avec des différents niveaux de dépendance. On disait Heiliges Reich von Deutscher Nation, le Saint-Empire de nation germanique, parce qu'effectivement, c'était à l'origine le royaume de Germanie. Mais le roi germanique, avant de se faire couronner empereur à Rome, s'était fait couronner roi d'Italie. Il avait reçu la couronne de fer des rois lombards. Puis ensuite, en Bohême, il s'était trouvé très rapidement chez lui. Et je dirais même en Franche-Comté, en Bourgogne, en Alsace, nous étions des pays d'empire. Et nous avions une certaine liberté, même à l'époque de Charles Quint, quand on ne savait plus très bien où était le centre de l'empire, les Francs-Comtois disaient « Puisse la mort venir de Madrid, nous vivrions centenaires. » C'est que l'empire nous foutait la paix. Ce n'était pas vrai ensuite des Français qui se sont tout de suite montrés très tracassiers, très bureaucrates. C'est une autre forme d'organisation. Néanmoins, j'observe que les empires n'ont pas survécu à l'histoire, ou difficilement. Hein. C'est le cas, je ne remonte pas à l'Empire romain, c'est le cas des empires d'Ancien Régime, l'empire des Habsbourg, l'empire allemand, l'empire tsariste, l'empire ottoman. Tous ces empires ont trouvé leur fin en 1918. Et nous avons imposé la forme État-nation. Quand je dis nous l'avons imposé, c'est que cette forme État-nation ne vient pas tellement des traités de Westphalie, je le dis à Bertrand Badi, sur lequel j'ai une nuance d'appréciation, elle vient de la Révolution française. C'est la Révolution française qui crée la nation. Et la nation comme communauté de citoyens. Par conséquent, à partir de 1918, s'imposent d'elles-mêmes des nationalités qui revendiquaient leur liberté. La Tchécoslovaquie, qui deviendra Tchéquie et Slovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Pologne, enfin, reconstituée, les pays baltes qui vont se libérer de l'empire tsariste, la Finlande aussi. Donc voilà, il y a un mouvement pour lequel moi j'affirme ma sympathie. Je vais répondre à votre question, hein, monsieur Minassian. Je vais répondre à votre question, mais j'observe qu'après la chute des empires coloniaux, on a défini des nations à partir des frontières de la décolonisation, et à partir de la chute de l'Empire soviétique, qui, je le rappelle, est quand même dû à l'initiative de la Russie, de Boris Yeltsin, avec ses deux collègues, si je puis dire, ukrainiens et biélorusses. C'est lui qui met fin à l'URSS. Il en résulte quelque chose qu'on appelle l'espace post-soviétique, qu'on va appeler la CEI, Communauté des États indépendants, ce qui est un oxymore, qu'on appellera aujourd'hui le monde russe, pour les Russes, l'étranger proche, enfin quelque chose qui est ce qui reste quand l'Empire a disparu. Mais néanmoins, les frontières sont celles qui ont été dessinées par Staline ou par quelques potentats de moindre importance comme Khrouchtchev. Je pense aux frontières de l'Ukraine et de la Crimée. Bon, on s'en accommode. Il faut bien travailler avec ce qu'il y a au magasin. Donc, nous avons ce phénomène empire-nation, et nous avons aussi une certaine oscillation entre les empires. Car j'ai entendu que certains empires étaient... Enfin, je ne l'ai pas entendu, non, c'est moi qui l'ai entendu dans ma tête, mais il y a des empires déterritorialisés,
mais qui n'en sont pas moins des empires. Par exemple, l'Empire américain. L'Empire américain, dès 1914, enfin la dernière guerre qu'il ait faite à l'Espagne, lui a permis d'établir une colonie aux Philippines, mais ça a été la dernière colonie américaine. Ils ont trouvé que c'était beaucoup plus simple de dominer le monde sans créer des colonies avec une administration, etc. Il leur suffisait d'imposer par des voies diverses, mais aujourd'hui ils y parviennent très bien, l'extraterritorialité du droit américain, ce qui leur permet de mettre à la rançon, de mettre à l'amende des entreprises étrangères en vertu de stipulations qui sont celles de leurs droits et en vertu de procédures judiciaires, policières, fiscales initiées par des administrations ou par des juridictions américaines. C'est la NSA, mise à l'écoute planétaire du monde, c'est la CIA ou des agences fédérales qui font le boulot de police, c'est le département de la justice qui intente des procédures, convoque les chefs d'entreprise, les met en tôle le cas échéant, les condamne à l'amende. Voilà un système impérial très économe, qui est le fruit de la reconversion opérée par M. Obama par rapport à ce qu'était l'exercice du hard power, c'est-à-dire du pouvoir militaire, par son prédécesseur, George W. Bush. Donc retrait des troupes d'Afghanistan et d'Irak et substitution d'interventions beaucoup plus ponctuelles, les drones, les forces spéciales, quelques frappes aériennes plus ou moins bien ajustées, et d'autre part le soft power, mais un soft power d'un type particulier. C'est pas seulement la langue anglaise, c'est pas seulement les formes de comment dirais-je, il y avait par exemple une formation qu'on appelait Young Political Leaders. Ils m'ont d'ailleurs fait signe dans le temps. Ils n'ont pas eu des résultats forcément très brillants avec le mauvais sujet que j'étais, mais c'était une manière d'intéresser à l'Amérique un certain nombre de gens. Il y a évidemment les multinationales, il y a tout ce que vous savez, mais il y a aussi ce soft power très particulier qu'est l'exercice d'un droit extraterritorial, et qui fait qu'aujourd'hui, nous devons raisonner à l'échelle d'un monde qui est le monde du capitalisme financier mondialisé, en vertu des doctrines de l'école de Chicago. Donc, M. Suppiot écrit un livre qui s'appelle « Le gouvernement par les nombres », où il explique très bien comment la croyance en l'efficience des marchés et la transformation des modes de gestion du capitalisme fait que désormais chacun a une performance qui lui est assignée. Mais néanmoins, ça crée un monde qui est quand même instable, insécure, et on lui substitue un système d'allégeance, mais qui nous ramène au Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire qu'on est dans un système où il y a effectivement des entités qui prêtent allégeance sous des formes plus ou moins discrètes à la puissance dominante. Et ce qui est vrai au niveau mondial est vrai aussi au niveau européen. Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand récemment disparu, mais enfin très connu en Allemagne, a écrit un livre qui s'appelle « Pour un empire européen », où il explique très bien ce que peut être un empire européen, au fond assez copié sur l'empire des Habsbourg, un conseil aulique qui entourait l'empereur romain germanique, qui est le Conseil européen, une chancellerie qui est la Commission européenne, un grand argentier qui est le patron de la Banque centrale européenne, un principe de subsidiarité qui fait que au centre l'intégration est assez forte, mais plus on va vers la périphérie, moins l'intégration est forte, plus il y a une certaine autonomie, une certaine liberté. On le voit bien dans la construction européenne, il y a un noyau dur et il y a différents centres d'intégration, différents niveaux d'intégration, les politiques communautaires, là où il n'y a pas de politique communautaire mais des coopérations. Et puis au-delà, il y a des formes d'association, d'intégration souple qui font qu'il y a une espèce de couronne lointaine qui est, je dirais, la dernière marge de l'Empire. Tout empire prétendant à l'universalité, puisqu'il repousse toujours ses frontières. Donc voilà, nous sommes dans un monde où il y a
des sorties d'empire. On n'en a pas beaucoup parlé, elles se font plus ou moins brutalement. Moi, j'ai vécu la fin de la guerre d'Algérie, donc j'ai vu de très près comment les choses se passaient entre la force et la négociation. Nous pourrions en parler plus longuement si vous le souhaitez. Mais je suis sensible au fait que nous sommes allés vers un monde de nations dont la France révolutionnaire a été en quelque sorte le modèle. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle d'organisation des Nations Unies. C'est que c'est la base des nations, avec le principe très théorique de la non-ingérence. Mais en réalité, derrière ce monde d'États-nations très inégal, car il y en a maintenant 200 contre 50 en 1945, quand a été créée l'Organisation des États-Unis, il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres. Par conséquent, il se reconstitue des formes d'empire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je veux nuancer le propos de Bertrand Badi sur, par exemple, la France-Afrique, le Mali. Le Mali a lancé un appel au secours, c'était ses autorités considérées comme légitimes, elles étaient transitoires, mais elles étaient reconnues. Il y avait une résolution des Nations Unies. Je ne suis pas partisan des interventions à l'aveuglette, hein, vous le savez peut-être, mais celle-là était relativement justifiée. J'ajoute qu'elle a été faite, finalement, en assez profond accord avec l'Algérie, qui voyait quand même l'intérêt de stabiliser la zone du Sahel par rapport à AQMI et à ses séides. Donc, sur la République centrafricaine, il y aurait d'autres choses à dire, mais les choses auraient sans doute été pires si nous n'étions pas intervenus qu'elles n'ont été. Donc, si on fait le bilan, ça peut se défendre. Il y a d'autres interventions qui sont beaucoup moins défendables, parce qu'elles ont été à la source de déstabilisation profonde, comme celle qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie, etc. Donc, je vais terminer sur les empires. Nous sommes toujours dans le vague. Il y a les nations, il y a des empires qui avouent ou non leur nom, mais qui sont quand même des empires réellement existants. S'agissant de l'Empire européen, il n'a pas le hard power pour une raison très simple, c'est qu'il a 28 membres, mais il a un 29e membre caché, comme l'imam caché dans l'islam chiite, c'est les États-Unis d'Amérique qui détiennent le hard power. Hein. Donc, et qui sont évidemment dans une affaire comme l'Ukraine, qui est tout à fait caractéristique d'un pays qui balance entre l'ex-empire, qui n'est plus l'empire soviétique, qui n'est plus l'empire russe, qui est plus ou moins l'étranger proche, et puis l'empire européen. On voit bien un conflit qu'on aurait parfaitement pu éviter, le projet d'un accord d'association, c'est-à-dire de libre-échange avec l'Union européenne, mais en même temps il y avait le projet d'union économique eurasiatique, et il y avait un état de libre-échange entre l'Ukraine et la Russie. En plus, il y avait un partenariat UE, Union européenne, Russie, pour dire qu'on allait faire un espace de libre circulation de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Donc si on avait vraiment voulu se mettre autour d'une table, on aurait certainement pu résoudre ce problème. Ce n'est pas ce qui a été fait pour des raisons dont je vous fais grâce, parce que j'ai déjà parlé très longtemps et je veux rendre à M. Minassian les prérogatives qui sont les siennes. Merci, M. le ministre, mais d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors oui... Donc vous avez un peu de rab. Alors, une minute, voilà. Je pense que la nation républicaine, comme communauté de citoyens, laisse place à la différence. Simplement, elle l'organise sous le toit de principes communs. Elle n'est pas fondée sur le différentialisme, c'est-à-dire sur l'exaltation de la différence, sur des communautés dont on considère que c'est à elles de décider, d'organiser, etc. Hein, la nation républicaine, au contraire, veut libérer chaque individu de son appartenance communautaire pour en faire un citoyen, mais pour autant elle reconnaît qu'il y a des affinités, qu'il y a des différences, que les gens peuvent faire un certain nombre de choses, mais sous le toit de principes républicains qui fondent en quelque sorte la supériorité du commun sur le différent. Très bien, merci. Pierre Singaravelou. Jean-Pierre Chevènement vient de parler de les distinctions empire-nation, la République, la citoyenneté. Il a parlé de la démocratie. Or, on sait qu'en France, notamment, la Troisième République, qui est vraiment le socle de notre citoyenneté, de notre identité aujourd'hui, ça reste la plus longue république de toute l'histoire de la République depuis la Révolution de 89. Donc c'est quelque part une sorte de modèle de citoyenneté, de démocratie, et en même temps c'est l'empire colonial.
Donc d'un côté, liberté, égalité, fraternité, de l'autre côté, discrimination, domination. Comment expliquer et comment sortir de cette contradiction ? Et deuxièmement, une question que j'ai envie de vous poser, reste-t-il, après la décolonisation des fin des années 50, reste-t-il encore des territoires à décoloniser en France ? Alors, deux questions. Oui, avant de répondre à ces deux questions, j'aimerais quand même réagir à ce qui a été dit, parce que c'était sous-entendu. Beaucoup de choses ont été dites, très, très importantes, à la fois à travers la tentative de modélisation en quelques minutes à peine de Bertrand Badi, mais qui offre des perspectives et des pistes très stimulantes, mais aussi à travers la vision historique et politique de Jean-Pierre Chevènement. Au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, à travers cette table ronde, nous nous inscrivons implicitement dans le cadre d'un discours qui est très ancien. C'est le discours sur la fin des empires. Donc c'est un discours très ancien parce qu'au fond, depuis Hérodote jusqu'à Emmanuel Todd, en passant par Montesquieu, eh bien, c'est une question qui obsède les penseurs, les poètes aussi. Et je crois que c'est important d'expliciter ce méta-récit sous-jacent parce qu'au fond, nous avons tendance à nous l'approprier implicitement, c'est-à-dire l'idée que chaque empire aurait un début, une croissance, une apogée, et puis une phase de déclin, et puis serait condamné à disparaître, au fond. Et alors, bon, vous voyez bien que c'est un discours qui est intéressant, mais qui est très linéaire, qui est anthropomorphique d'ailleurs, puisque c'est comme la vie d'un homme, au fond, cette histoire des empires. Et c'est un discours qui est encore présent parmi les commentateurs. Vous parliez de Jean-Baptiste Durosel et de son ouvrage « Tout empire périra ». Au fond, il traduit d'une certaine façon la méfiance des intellectuels après 1945 à l'égard de la forme impériale et puis cette défense de l'État-nation qui, vous l'avez dit, est le cadre privilégié de la démocratie. Mais le problème, c'est que l'État-nation, il faut le rappeler, c'est une forme politique extrêmement récente. C'est une forme extrêmement récente, donc de la période contemporaine, vous l'avez dit, au XIXe et surtout au XXe siècle, comme vous l'avez fait remarquer. La forme politique qui prévaut dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même l'Empire. C'est accessoirement la cité-État, qui n'est pas l'Empire. Alors certes, il y a eu des expériences d'État consolidées, comme on dit, mais c'est quand même l'Empire qui prévaut. Alors pourquoi est-ce que je commence par rappeler cela ? C'est tout simplement parce qu'il faut, je crois, c'est intéressant d'adopter une approche macro, mais l'historien, lui, a pour fonction de regarder aussi l'histoire par le bas, en tant qu'expérience sociale des acteurs. Et du point de vue des acteurs, l'État-nation n'est pas le seul horizon possible. Et je parle des acteurs qui ont vécu les sorties d'empire. Et ça, on l'a oublié a posteriori. L'État-nation n'est pas le seul objectif, n'est pas le seul but. Par exemple, on a oublié qu'en Asie, en Afrique, en Amérique latine, au XIXe siècle, au moment des indépendances dans les années 1810-1820, eh bien, tous les intellectuels, tous les dirigeants ne sont pas obsédés par l'idée de créer un État-nation, mais ils promeuvent des formes politiques inédites ou pas, le fédéralisme. Le fédéralisme est une option très concrète dans l'esprit des acteurs en Asie, en Afrique, dans les années 1940-1960. Ce qu'on a appelé les macronationalismes. Les macronationalismes, c'est un terme un peu barbare pour désigner le panasiatisme, le panafricanisme, c'est-à-dire d'aller au-delà du cadre de l'État-nation pour inventer autre chose. Eh bien, ce sont, là encore, des idéologies, des projets politiques qui mobilisent les acteurs, qui, au-delà de ce cadre de l'État-nation. Alors, pour revenir sur les deux questions, sur la question de l'ambiguïté entre le projet républicain et l'empire colonial. Et l'empire colonial. Alors, quelle était la question plus précisément ? C'est-à-dire aujourd'hui ou à l'époque ? Aujourd'hui, je veux dire, parce que ça reste dans notre inconscient collectif ou dans notre conscient, je ne sais pas, mais comment on peut sortir, comment on peut surmonter cette contradiction, surtout dans le cadre de la mondialisation, parce que toutes les populations indigènes remontent avec cette idée en disant, nous, on a vécu, on sait ce que c'est que la domination, on a vécu l'esclavage, on a vécu l'exploitation. Alors, et pourtant, les plus grands bâtisseurs de la République étaient aussi, il faut bien le dire, favorables à l'empire colonial. Donc, pas tous. Certains des plus grands. Voilà.
Alors, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, parmi les historiens, et notamment les jeunes historiens qui s'inscrivent en doctorat, qui commencent à travailler dès la licence et la maîtrise sur ces questions-là, il y a un profond renouveau par rapport aux crispations traditionnelles sur cette question de l'histoire de l'Empire français, et notamment sous la Troisième République. Longtemps, nous avons eu affaire à une opposition de point de vue entre une historiographie conservatrice, voire néocolonialiste, qui se livrait à une forme d'hagiographie de l'œuvre coloniale, et puis en face, une historiographie, disons, qu'on a pu qualifier de tiers-mondiste, qui insistait sur les phénomènes de domination, d'exploitation, etc. Alors, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une forme de dépassement, mais pas d'un point de vue politique, parce que ces deux historiographies portaient des projets politiques qu'on peut encore entendre aujourd'hui, naturellement, mais d'un dépassement épistémologique. Aujourd'hui, la plupart des historiens de l'Empire colonial français, mais ça vaut aussi pour l'Empire colonial britannique, dépassent l'analyse en termes comptables de bilan positif ou négatif. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de savoir si l'œuvre coloniale française a été positive, même si on va, évidemment, on en reparlera peut-être plus tard, de ce bilan positif ou négatif. La question est de mieux comprendre ce qu'a été la colonisation. De mieux comprendre, par exemple, ce qu'a été le mécanisme de domination. Et de comprendre comment, précisément, cette domination coloniale, et là nous rejoignons la problématique de l'Empire, comment la domination coloniale française comme britannique, mais comme la domination impériale chinoise sous les Ming ou les Qing, c'est la plupart du temps appuyé sur les élites locales, les élites autochtones. Donc vous avez tout un tas de travaux ces dernières années qui montrent le rôle fondamental des élites locales, des élites africaines, maghrébines, des élites asiatiques dans l'État colonial, dans l'État impérial. L'autre axe qui permet de sortir de la victimisation, d'un côté comme de l'autre, c'est de restituer une capacité d'action aux acteurs colonisés. Pendant longtemps, au fond, ceux qui défendaient la géographie impériale comme la thèse de la domination absolue sur les colonisés, déniaient toute capacité d'action aux populations autochtones et aux populations colonisées. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, toute une série de travaux révèlent les limites du pouvoir impérial, les limites de la domination impériale, et montrent qu'au fond, là je parle bien des colonies françaises et des protectorats français au XIXe et XXe siècle, dans la plupart de ces pays ont subsisté des modes ce qu'on appelle des modes de régulation vernaculaire, c'est-à-dire des formes de scolarisation autochtone, les écoles musulmanes, les écoles de pagode bouddhiques, mais aussi des systèmes judiciaires, des tribunaux locaux, qui ont continué à exister parallèlement. Je suis trop long ? Non. Dis-moi, non, qui pas ont du tout. continué Non. à exister parallèlement aux institutions coloniales qui se sont greffées. Il faut bien comprendre que ces institutions autochtones n'étaient pas vraiment comprises par les colonisateurs. Bon. Et donc ça signifie au fond que l'un des grands enjeux pour nous, c'est pas seulement de penser l'Empire, c'est de penser les limites de l'Empire et les limites de la domination impériale. Très bien, mais comment on sort de ça ? Notamment, puisque vous parlez de l'impact aujourd'hui de cet héritage, alors c'est intéressant parce qu'il faut, en arrivant hier soir dans mon hôtel, le Monarque à Blois, j'ai découvert le Blois colonial. Certains connaissent peut-être le Monarque. Donc c'est un hôtel qui est décoré à la façon coloniale avec des casques, plusieurs casques d'ailleurs coloniaux de toile, des saguets africaines, des affiches coloniales des anciennes troupes coloniales, vous savez, sur le mode engagez-vous. Bon, Tintin au Congo, etc. Bon, et donc c'était assez savoureux parce que je me suis dit au fond. Évidemment, ça pose la question de la décolonisation des imaginaires. Mais au fond, alors à ce moment-là, si on prend les choses par ce biais-là, on peut considérer qu'on est encore dans l'Empire. Bon, je ne le crois pas. Je crois qu'il s'agit là tout simplement d'une affaire de marketing.
et de marketing au même titre que nous, à Paris, se développent de plus en plus des entreprises de pousse-pousse. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dans ce qu'on appelle les rickshaws dans le monde britannique, et qui, au fond, ces rickshaws, ces pousse-pousse à Paris, sont utilisés par qui ? Pas par les Français, pas par les touristes français, par les touristes chinois. C'est-à-dire que vous avez un retournement, évidemment, de l'histoire qui est assez curieux, et c'est un peu la même chose que ces grands restaurants qui sont créés par des Anglais d'origine indienne, hein, et qui vantent les mérites de... Bon, on reviendra sur ces questions plus tard. Alors, justement, pour faire le lien entre le marketing... Non. Justement, il y a un lien entre le marketing impérial et vous, Bertrand Badi. Alors là, il nous reste quelques minutes pour vous trois. Après, on passe au débat avec la salle. Vous parlez dans une interview que vous avez donnée récemment, un numéro hors série du Monde, vous parlez de mémoire impériale. Donc, si juridiquement l'Empire meurt, on en sort par la force ou par la négociation, mais l'idée impériale reste. Et vous appelez ça mémoire impériale. Comment ça se traduit au niveau français aujourd'hui ? Est-ce que c'est par exemple l'expression... Est-ce qu'on retrouve cette mémoire impériale dans l'expression d'un ministre que je ne nommerai pas, qui est assis à côté de moi et qui avait dit à un moment donné, au moment des émeutes, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait parlé des sauvageons. Est-ce que ça, c'est de la mémoire impériale ? Ou est-ce que... Non. J'ai pas dit les émeutes de 2005. On va y revenir. Au moment d'un fait divers, je crois, et dans les banlieues, il y avait eu, si je me souviens bien, il y avait eu un accident grave. Voilà, et c'est ça, exactement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas parlé d'émeutes, mais ou alors je sais plus, mais pardon. Pour moi, les émeutes c'est 2005. Donc, si vous pouviez nous répondre à ça. Je vais commencer comme mes amis, c'est-à-dire en disant je vais répondre à cette question, mais avant, non mais je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve ce débat vraiment très intéressant. Enfin, moi personnellement, je le trouve intéressant parce que il vient questionner effectivement cette identité d'empire à partir de deux hypothèses, moi, auxquelles je n'adhère pas, qui est l'hypothèse de l'entropie, c'est-à-dire un empire, finalement, ça s'use, et puis au bout d'un moment, ça s'éteint, hein, ce qui est un peu l'idée cyclique, la thèse cyclique qu'on retrouve notamment chez Durosel, et puis l'autre inverse qui consiste à dire que quand ça s'éteint, c'est fini, on passe à autre chose. Or, je pense personnellement que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je constate que comme sujet de notre table ronde, sortie des empires, il y a un phénomène de sortie dramatique des empires. Il y a très peu d'histoires impériales qui ne connaissent ce moment de rupture et qui est lié à la défaite, qui est lié à l'humiliation, qui est lié à la violence, qui est lié généralement au massacre aussi, ce que je voulais dire. Mais en même temps, et ça me permet aussi de répondre à votre question, la mémoire impériale demeure, et c'est en cela qu'il faut faire très attention, car, comme toujours, l'histoire n'est jamais successive, elle est cumulative, n'est-ce pas ? Alors, il y a la mémoire, il y a aussi des pratiques apprises et reproduites, et ça, c'est quand même très, très important. La France-Afrique, c'est pas seulement de la mémoire, c'est des pratiques apprises. Et puis, il y a même le troisième larron, maintenant, en sciences politiques, qu'on aime bien traiter, qui est le phénomène des réseaux. Des réseaux, alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur, effectivement, la correspondance linéaire. Vous avez tout à fait raison de souligner ça, qui est entre le colonisateur et le colonisé, qui est l'ancêtre de cette réticularisation, comme on dit, de ces réseaux qui se mettent en place. Bon, ça ne s'abolit pas. Alors, j'ai même envie d'aller un peu plus loin dans la réponse à votre question en disant, 1, ces mémoires et ces pratiques apprises ne s'abolissent pas, et 2, dans tous les États de la planète, en tous les cas ceux qui sont en position de domination potentielle, il y a quelque part un restant de mémoire impériale. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, le roi Juan Carlos d'Espagne, tensant comme un gamin Hugo Chavez à une réunion sur Amérique latine, Espagne, parce que Chavez avait dit des choses qui ne plaisaient pas au roi d'Espagne. Si ça n'avait pas été un dirigeant d'une ancienne colonie espagnole, cette leçon n'aurait pas été donnée. C'est-à-dire, il y a quand même toujours
un reliquat de mémoire de domination qui fait vivre une dimension impériale presque dans tous les États. Et après tout, la Grèce avec Chypre en 1974, et ainsi de suite. On pourrait ainsi continuer. Cette mémoire-là, elle est très difficile à corriger. Quand je parlais de responsabilité particulière, c'était pas forcément pour la dénoncer, c'était pour m'interroger. Pourquoi spontanément en France pense-t-on à responsabilité particulière? On n'a pas dit capacité particulière. La France, c'est vrai, a une capacité militaire de projection que d'autres États européens, que la plupart des autres États européens n'ont pas. Non, c'est responsabilité particulière. C'est-à-dire quelque chose qui fait appel à l'idée de légitimité, c'est-à-dire d'un lien avec le temps qui vient légitimer une action d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'appelle la mémoire impériale, et qui d'ailleurs nous a donné une drôle d'allure au sein de l'Union européenne, lorsque on s'est aperçu qu'on était finalement tout seul pour aller au Mali. Alors, mon cher ministre, le mandat du Conseil de sécurité pour intervenir au Mali... Bon. La légalité de l'appel par un président qui venait d'être installé par un coup d'État militaire en lequel l'ancienne puissance coloniale n'était pas tout à fait innocente. Moi, je trouve que l'idée de responsabilité particulière parle plus... Alors, c'est public. Hein. Dans un très récent débat, un ancien chef militaire français nous a dit que le président de la République avait passé un coup de téléphone au secrétaire général des Nations Unies. C'est amusant, ça, quand même, comme mode de légalisation d'une intervention. C'est bien qu'on voit que tout ça, ce sont des minces pellicules sur une histoire qui est séculaire et multiséculaire. Et je pense qu'on aurait intérêt à travailler là-dessus. Parce que la mémoire, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie à des réflexes appris par la classe politique, qui spontanément, M. Sarkozy ou M. Hollande parleront de responsabilité particulière. Et puis ça renvoie aussi à quelque chose qui parle à l'opinion publique. Si on présente cette intervention comme étant un effet d'une responsabilité particulière de la France, c'est parce qu'on pense que ça aura un certain impact, qui renvoie à nos bouquins de géo du primaire, où on voyait effectivement l'Empire français, cette grosse tache rose sur toute l'Afrique occidentale et centrale. Voilà. Merci, M. Badi. On va laisser répondre M. Jean-Pierre Chevènement, parce que quand même 2 fois sur le mandat et sur l'intervention de la France, vous avez quelque chose à lui répondre, mais j'aimerais aussi que vous répondiez à une autre petite question, c'est est-ce que dans le fameux débat sur histoire nationale et histoire globale, qui nous occupe depuis des années, est-ce que quelque part, chez les détenteurs de l'histoire nationale, les défenseurs de l'histoire nationale, ne se cache pas finalement une mémoire impériale? Merci. Je vous en prie. Bon, tout d'abord, la première question. Oui. Le Mali, et derrière le Mali, l'empire colonial français. Il faut quand même se rappeler que l'empire colonial français, je parle du 2e empire colonial français, celui qui a été constitué à partir de 1830, conquête de l'Algérie, puis ensuite étendu par le Second Empire et la Troisième République, est un empire de compensation par rapport à nos déboires continentaux, Waterloo puis Sedan. C'est-à-dire que la France, qui était en compétition avec la Grande-Bretagne pour l'hégémonie mondiale, qui a perdu cette compétition à Trafalgar et à Waterloo, essaye de refaire une puissance. Et cela d'autant plus que va apparaître en Europe, même sur le continent, une puissance concurrente, l'Allemagne unifiée par Bismarck. 1870-71, l'Empire allemand, proclamé à Versailles. Donc la France crée cet empire non pas pour des raisons économiques, pour l'essentiel, mais pour des raisons psycho-affectives, pour des raisons politiques. Je pense que Bertrand Badi ne me contredira pas trop, parce qu'il est un spécialiste de ces pathologies sociales. Je pense que voilà, la France est quand même heureuse de pouvoir afficher 10 ou 12 millions de kilomètres carrés, un empire qui fait 100, 120 millions d'habitants. Mais je dirais que la motivation économique n'est pas déterminante.
Évidemment, tout empire crée une humiliation, une domination, un ressentiment, crée aussi des affinités. C'est très ambigu. Moi-même, j'ai vécu l'indépendance de l'Algérie, j'étais en contact direct avec l'ALN, et je dois dire que j'étais favorable à l'indépendance de l'Algérie parce qu'il valait mieux qu'elle se fasse avec la France que contre nous. Donc j'ai noué avec les dirigeants algériens de l'époque, que j'ai connus très jeune, j'avais 23 ans, des relations de type égalitaire. Et je pense que la seule manière de transformer le rapport hérité de la période impériale, de la période coloniale, c'est d'aller vers les idéaux que proclame la République, la liberté, la tolérance. Et ces idéaux sont compris et aimés, y compris par les anciens colonisés qui sont devenus des hommes libres, bien entendu, hein, qui l'ont toujours été d'ailleurs. Hein. Et d'autre part, l'idée d'égalité me paraît très importante. Parce que quand on parle d'égalité, quand on parle à égalité plus exactement, ben ça change le rapport. Et ça le rend tout à fait acceptable et supportable. Je dirais que les miasmes de l'humiliation, du ressentiment disparaissent. Et le ressentiment est quelque chose qui n'est pas lié seulement à la colonisation. C'est un ressentiment beaucoup plus ancien qui existe partout. Regardez entre Arabes et Noirs en Afrique. Ça plonge chez Racine dans un très lointain passé. Entre Perses et Arabes, entre hindouistes et musulmans en Inde, hein, entre Chinois et Japonais en Extrême-Orient, Coréens et Japonais, donc gringos et latinos, hein, en Amérique du Sud. Donc ces phénomènes de ressentiment doivent être toujours dépassés. Et ils peuvent l'être à travers un certain nombre de valeurs et à travers l'idée d'un progrès partagé. Ça nous emmènerait trop loin. Pouvons-nous partager le progrès? Le deuxième monde peut-il rejoindre le premier? C'est évidemment très difficile. Mais en tout cas, si on va dans ce sens-là, on peut trouver un dialogue et on peut surmonter les séquelles d'un passé douloureux. Votre deuxième question avait trait... L'histoire nationale, les défenseurs de l'histoire nationale, derrière cette tendance-là, n'y a-t-il pas finalement, se cache-t-il pas une mémoire, la défense de la mémoire impériale? Moi, je pense que la République et la mémoire coloniale, c'est pas la même chose. Je vous rappelle que la Convention a aboli l'esclavage en 1794 sous l'impulsion de Robespierre et de quelques autres. Hein, l'esclavage a été rétabli par Napoléon sous l'impulsion de Joséphine, il faut bien le dire. Hein. On oublie aussi que Napoléon l'avait à nouveau aboli en 1815 au moment des 100 jours, mais c'est une autre histoire que Schœlcher l'a aboli, que tous les républicains n'ont pas été colonialistes. Hein, nous parlions de Clémenceau, qui avait une très grande admiration pour les civilisations de l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, l'Inde, hein, et pour toute civilisation d'ailleurs. Il ne croyait pas à la supériorité des races, enfin ça lui paraissait quelque chose de dangereux. Et j'ai connu Mendès France, j'ai connu beaucoup d'autres, hein, qui étaient des gens qui pensaient que le moment était venu de tourner la page des colonies. D'ailleurs, nous l'avons tourné à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lié à des phénomènes d'une ampleur considérable. Hein. Certains étaient en retard, il faut bien le dire. D'autres étaient un peu en avance. Mais je pense qu'il faut peut-être aller dans le sens que M. Sigaravelou nous a dit tout à l'heure. Au-delà du positif et du négatif, voilà, il y a une histoire qui a existé. Il faut quand même être capable de regarder maintenant vers l'avenir, de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Très bien. Pierre Sigaravelou, vous avez peut-être envie de répondre sur l'histoire nationale, mémoire impériale. Et aussi une dernière rapidement, et une dernière petite question avant de passer la parole à la salle. On a des sorties brutales et des sorties lentes d'empire. À partir de quand peut-on considérer qu'on sort d'un empire? Il y a la décision juridique, certes, mais est-ce qu'un empire en déclin, c'est pas déjà le début de la sortie de l'empire? Oui, alors c'est une vaste question, puisqu'on peut considérer que on sort de l'empire à partir du moment où un État obtient une forme de souveraineté internationale. On peut aussi considérer que la sortie d'empire, c'est l'indépendance économique. On parlait du précaré et de la France-Afrique tout à l'heure. On peut aussi considérer que la sortie d'empire, finalement, c'est la décolonisation des imaginaires. On l'a évoqué
évoqué tout à l'heure. Alors, moi, j'aimerais répondre à votre question en rebondissant sur ce qui a été dit, notamment par Bertrand Badi, c'est-à-dire qu'on a insisté jusqu'à maintenant notamment sur les sorties brutales d'Empire, les sorties douloureuses. À juste titre, elles sont nombreuses, et quand on envisage l'histoire des décolonisations, eh bien, il suffit de penser aux décolonisations, et naturellement certaines décolonisations françaises, mais aussi les décolonisations portugaises. En 1975 s'achèvent de longues guerres en Angola et au Mozambique. De la même façon, en Rhodésie du Sud, qui devient le Zimbabwe seulement en 1980, eh bien, la sortie d'Empire est longue, douloureuse, sanguinaire. Bon, il y a des raisons à cela. C'est bien souvent la présence d'un peuplement blanc, d'un peuplement européen, qui fait que la sortie d'Empire, concrètement, est difficile, parce qu'elle est liée à des enjeux de propriété foncière, de la même façon qu'en Algérie, ça a été aussi compliqué. Donc, ce sont des exemples bien connus de sorties d'Empire difficiles, brutales, certaines rapides, d'autres plus longues. Mais alors, pour répondre à votre question, il y a aussi des exemples de sorties d'Empire sur presque 150 ans. Si l'on appréhende l'histoire de l'Australie, par exemple, l'Australie, bon, le premier bateau britannique débarque en Australie en 1788, à Botany Bay. Ensuite, très lentement, le pays est peuplé, surtout, il faut le dire, si l'on met de côté les forçats, eh bien, à partir des années 1830-1840. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où l'Australie devient en réalité une véritable colonie, qu'au fond, le processus de décolonisation débute avec ce qu'on appelle le gouvernement indirect, une forme d'autonomie par rapport à Londres. Et puis très progressivement, eh bien, l'Australie obtient une autonomie croissante avec sa constitution en 1901, les fameux statuts de Westminster en 1931. Et c'est notamment à travers les matchs de cricket, les fameux matchs de cricket, que l'Australie eh bien, construit son identité nationale et se positionne par rapport à la métropole. Mais en réalité, cette décolonisation australienne, elle se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il faut attendre 1984 pour que l'hymne australien ne soit plus le God Save the Queen, que je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de l'État du Commonwealth d'Australie. Donc nous ne sommes pas officiellement sortis de cette histoire impériale, et que, par exemple, dans les années 2010, les deux derniers premiers ministres, à la fois travaillistes et conservateurs, c'est-à-dire Gillard et Abbott, sont tous les deux premiers ministres australiens, sont tous les deux nés en Grande-Bretagne, y ont passé une grande partie de leur enfance. Donc, si vous voulez, la Grande-Bretagne, encore aujourd'hui, demeure la couveuse des élites, de la super-élite australienne. Et l'Australie le vit plutôt bien. On pourrait donner un autre exemple, et je terminerai par là. Un exemple qui est très important, puisqu'il s'agit de l'Inde britannique. L'Inde britannique, c'est assez étonnant, parce que si l'on compare avec le Vietnam et la France, la Vietnam et la France et l'Algérie française, eh bien, les Indiens, aujourd'hui, à quelques exceptions près, vivent très sereinement l'héritage impérial qui est le leur, et ne font pas la distinction entre cet héritage impérial britannique et leur propre histoire. Ils ont hérité des institutions politiques, la démocratie parlementaire, des institutions judiciaires autonomes, la liberté de la presse, la langue anglaise qui leur donne accès à la culture occidentale en général. Mais ça va beaucoup plus loin. Les Britanniques ont été à l'origine de la naissance de l'unité territoriale de l'Inde. Je vous rappelle que l'Inde n'existe pas avant 1947, avant la colonisation britannique. Certes, les dynasties indiennes, Gupta, Ashoka et ensuite les Moghols, envahisseurs venant du nord-ouest, ont participé à la constitution de ce territoire. Mais l'invention de l'Inde est une coproduction entre les colonisateurs britanniques et puis les élites nationalistes indiennes. Vous connaissez Gandhi, Nehru, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que la sortie d'Empire s'est effectuée de façon pacifique si on met de côté la partition. Vous savez, la partition, le moment où à la suite de la... Oui, mais ce ne sont pas des affrontements avec les colonisateurs britanniques. Non, mais... Il y a eu quand même une manifestation extraordinairement sanglante. Oui, enfin, comparé à d'autres empires, ça a été beaucoup moins sanglant, si vous voulez. Il y a eu des massacres, les massacres d'Amritsar, etc. Mais qui reste quand même, il n'y a pas de guerre de décolonisation. Et la partition fait certes près de 800 000 morts,
dans les affrontements, vous savez, dans les mobilités de population entre musulmans et hindous, le nouveau Pakistan et l'Union indienne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui fait la spécificité de cette sortie d'empire en Inde, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le fait que les leaders, c'est très important, les leaders nationalistes, que ce soit Nehru ou Patel par exemple, ont assumé cette transition et se sont réappropriés une grande partie de l'héritage britannique. D'autre part, eh bien, il y a un retrait massif des intérêts économiques britanniques au moment de la décolonisation. C'est la grande différence avec la décolonisation française en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et d'autre part, eh bien, il n'y a pas d'affrontement meurtrier en 1947. J'insiste là-dessus parce que ça explique pourquoi il n'y a pas de haine aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de haine à l'égard des Britanniques, au contraire. Voilà, et c'est ce qui permet entre nous, aux Indiens, d'être entrés dans la mondialisation aussi rapidement. Merci Pierre Singaravelou, merci. Maintenant la parole à la salle. On va prendre tout de suite les questions. Si possible, des questions courtes, histoire de dynamiser les échanges. Je ne vois pas de bras se lever. Alors je vais poser une question moi, c'est ça ? Ah, là-haut, il y a des micros qui circulent. Voilà, il y a monsieur et madame. Et après madame. Il y a un monsieur qui a levé la main. Après la dame là qui vient de lever la main. Et après il y a une autre dame sur sa rangée. On vous écoute, monsieur. Merci. Merci. Un aspect qui n'a peut-être pas été beaucoup abordé dans le débat, c'est l'aspect qui me paraît peut-être important aussi, c'est l'aspect peut-être psychologique des sorties d'empire. N'est-il pas encore très présent dans certaines têtes, chez certains peuples, peut-être plus fortement que chez d'autres? Je prends deux exemples au hasard qui vont peut-être, avec un rapprochement peut-être un petit peu osé. On parle souvent du moral en berne des Français. Est-ce qu'il n'est pas en partie, bien sûr, seulement, mais en partie lié justement à la planisphère rose qu'évoquait M. Badi et qu'on avait connu dans nos écoles autrefois et qui est encore nostalgique pour beaucoup d'entre nous. Donc, encore une espèce d'empire qu'on a du mal à faire le deuil, d'une part, et avec un parallèle tout à fait différent, mais qui me paraît aussi très lié à la psychologie, qui nous étonne, nous, Français, qui est le soutien inconditionnel que peuvent avoir les Russes vis-à-vis de Poutine. Est-ce que ce n'est pas, là aussi, un aspect psychologique d'un empire disparu que les Russes n'acceptent pas? Très bien. Merci, monsieur. Merci. On va répondre tout de suite. Alors, qui veut répondre d'abord? Monsieur Badi. Alors, des réponses courtes, s'il vous plaît, pour pouvoir... Ah oui, c'est mieux pour pouvoir avoir un maximum de questions. Je pourrais être très court en disant que monsieur a tout à fait raison. Oui. Mais je crois que ça va au-delà de la psychologie. Je crois que vous mettez le doigt justement sur un des éléments essentiels de l'identité impériale, c'est-à-dire, et c'est là peut-être notre léger désaccord, c'est que lorsqu'on est dans l'Empire, il y a aussi chez les dominés une force mimétique étonnante. Nehru parlait mieux l'anglais que l'hindi. Nehru a été formé à Cambridge, mais Félix Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor, toutes ces élites ont été formées dans l'Empire, ont appris les valeurs de l'Empire et les ont retournées contre l'Empire. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il y a fusion et symbiose. Cela, on décrit les phénomènes, je dirais, banals de domination et de domination symbolique. Et effectivement, cette logique de symbiose, vous avez tout à fait raison de l'indiquer, parce qu'elle participe autant de la mémoire du colonisateur et du colonisateur en deuil, comme vous dites justement, que de la mémoire des colonisés et des colonisés ensuite qui ont réussi leur émancipation. Ça, c'est un phénomène très très important. Tout conflit n'exclut pas des logiques de symbiose. Je dirais qu'à un certain point de vue, ces logiques de symbiose, par le ressentiment et l'humiliation qu'elles créent, attisent les conflits. Et ce que vous dites sur Poutine me paraît absolument essentiel. On peut interpréter de 1000 façons la stratégie de Poutine, mais on peut aussi très modestement dire que Poutine fait du marketing électoral et qu'il sait très bien
que cette régression de la Russie, qui non seulement jouait en première division, mais était co-leader du championnat, relégué en deuxième division, ça a été insupportable au niveau même des comportements sociaux et des opinions publiques, et c'est la raison pour laquelle jamais M. Poutine n'a été aussi populaire dans son pays. Ça, ce sont effectivement des logiques qu'il faut garder en main pour comprendre les situations. L'Empire, c'est ça aussi. Merci. Vous voulez répondre ? Oui, juste en deux mots. Oui, je crois qu'il y a un léger différent, c'est-à-dire qu'au fond, je crois qu'il faut tâcher de ne pas être dupe du discours impérial, c'est-à-dire du discours que les colonisateurs ont produit sur eux-mêmes. Et je dis cela parce qu'au fond, l'exemple que vous donnez est un archétype de ce discours colonial ou impérial en l'occurrence, c'est le planisphère rose, ou ce que les Britanniques appellent « the red on the map », le rouge sur la carte, puisque ce sont les Britanniques qui ont inventé ce système et que les Français ont délavé le rouge, ils l'ont transformé en rose. Alors si vous voulez, ces cartes impériales qui se diffusent énormément à partir des années 1860-80, eh bien elles nous donnent l'impression d'un empire immense, également dominé par les colonisateurs français, britanniques, néerlandais, chacun dans leur précaré, dans leur région. Bon, en fait, si vous voulez, si on s'en tient à ces cartes, on passe à côté de ce qu'a été la colonisation. La colonisation, dans la plupart des territoires qui sont représentés en rose ou en rouge sur la carte, la colonisation, c'est un système, qu'on pourrait dire un système d'interférence minimale. C'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart de ces colonies, les puissances coloniales installent le moins possible d'administrateurs et de militaires blancs, s'appuient au maximum, c'est bien, on rejoint la définition de l'empire et du gouvernement indirect, s'appuient sur les administrations locales préexistantes, laissent en place les souverains, etc., etc. Bon, ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et c'est là que le boulot de l'historien intervient par rapport aux politistes. C'est qu'il faut se demander un petit peu, au fond, quelle était l'expérience du dominé. Eh bien, ce dominé en Inde, vous avez des millions de paysans qui n'ont jamais croisé un administrateur blanc. Ils croisaient des intermédiaires, naturellement, des intermédiaires qui venaient prélever l'impôt au service des Britanniques. Donc la domination existait naturellement, mais elle était médiatisée, elle était beaucoup plus complexe que ce que l'on a bien voulu dire. Merci Pierre. Il y a Jean-Pierre Chevènement qui veut rajouter un mot sur la Russie, et après on passe à la deuxième question. Non, un mot seulement. La Russie a été un empire continental, mais le peuple russe, lui, est une nation. On pourrait dire que c'est peut-être même 3 nations. Enfin, ça se discute. Les Biélorusses, les Ukrainiens, les Russes, disons qu'entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. C'est au XIXe siècle surtout qu'on a vu apparaître, par exemple, une littérature ukrainienne. Mais les liens entre ces 3 peuples slaves étaient très étroits. Très longtemps, les Russes ont été de ce côté-ci de l'Oural. C'est seulement à partir du milieu du XVIIe siècle que des Cosaques sont partis à la conquête de la Sibérie, des terres pratiquement vides, et cela jusqu'à Vladivostok. Ce que j'appellerais l'empire colonial russe, c'est plus récent. Je ne parle pas de l'Ukraine parce que c'est à sa demande que l'Ukraine, à la rive gauche du Dniepr, a été rattachée à la Russie en 1654. Mais je pense plutôt au Caucase, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et durant une grande partie du XIXe, la première partie du XIXe siècle, puis ensuite l'Asie centrale, que naturellement la Russie a pris l'empire, on peut le dire, sur des khanats ou des royaumes ou des entités qui n'étaient évidemment pas russes, mais qui étaient, pour ce qui est du Caucase, multiples, qui vivaient difficilement entre elles, et où la puissance russe s'est imposée parce qu'il y avait un besoin de Russie. Par exemple, les Géorgiens étaient très contents que la Russie vienne à leur secours contre les Perses et contre d'autres populations
qui était tantôt chrétienne, tantôt musulmane. Et encore aujourd'hui, quand on regarde les vallées ou les entités au nord du Caucase et au sud, on voit que ce sont des entités extrêmement diverses. Donc je pense que la logique de la Russie, c'était, pour assurer sa sécurité, de repousser ses frontières aussi loin que possible. Et même très loin, puisqu'à l'époque du tsar, il y a eu le partage de la Pologne. Puis évidemment, après Brest-Litovsk, un recul. Puis une nouvelle avancée quand l'Ukraine, finalement, est devenue une république soviétique. Et une nouvelle avancée à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, mais plutôt à travers des pays dits satellites, qui faisaient partie de l'Empire communiste. Alors les Russes ont un sentiment de grande humiliation parce qu'ils considèrent qu'au fond, c'est eux qui ont mis fin au communisme. À partir de Khrouchtchev, le discours sur l'héritage de Staline, le lent travail intérieur de la société soviétique, Gorbatchev, la perestroïka, la glasnost, et en définitive la dissolution de l'Union soviétique, qui est un coup de force légalement, parce que Yeltsin n'a pas qualité pour dissoudre l'Union soviétique, pas plus que ses collègues biélorusses et ukrainiens. Disons que Khrouchtchev est élu président de l'URSS par le premier congrès, lui-même élu au suffrage universel, mais Gorbatchev est à bout de course. C'est le lendemain du putsch, dans lequel, il n'a pas l'énergie de faire appel aux structures de force, comme on dit, pour réagir à ce qui est un coup d'État. Mais l'Union soviétique disparaît. Merci, monsieur. Alors, je dis cela, je termine, si vous permettez, oui. Une phrase. Il y a ceux qui étaient partisans de fonder la sécurité européenne avec la Russie, François Mitterrand, l'idée d'une confédération. Puis il y a ceux qui ont pensé qu'on pouvait simplement étendre l'OTAN. Donc les Russes ont considéré qu'ils étaient les dindons de la farce et qu'ils n'avaient pas été payés de retour. Et c'est ce qui explique certainement la popularité dont jouit Poutine, non pas aujourd'hui, mais depuis 1999. Exact. Mais permettez-moi quand même de dire un petit mot, pardon, avant de donner la parole à la dame. C'est que j'entends bien l'humiliation russe, les Occidentaux, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi l'humiliation que les Russes infligent au peuple voisin, à ses voisins. On insiste un peu trop sur la culpabilité occidentale, certes, ok, mais il ne faut pas oublier aussi l'autoritarisme de la Russie à l'égard de ses voisins, à commencer par l'Ukraine, le Caucase dont vous parlez, où je serais beaucoup plus nuancé que vous, monsieur le ministre, sur la politique divisée pour régner des Russes dans la région. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Donc oui, j'avais deux questions en fait pour réagir aux propos que monsieur Chevènement a pu dire sur l'État-nation et puis son voisin concernant l'historiographie actuelle et la sortie de victimisation. Je suis enseignante en collège et donc on nous demande notamment de parler de l'histoire de l'Afrique et des empires africains du Moyen-Âge, notamment dans leur rôle pour la traite et leurs responsabilités. Et je me demandais si l'historiographie actuelle, qui est partie quand même des anciens pays colonisateurs, n'a pas pour but de redorer, entre guillemets, notre blason à nous et de remettre la responsabilité en partie de la colonisation sur les victimes, en mettant le doigt sur le fait que les colonisateurs se sont appuyés d'abord sur certains royaumes africains ou sur ces élites africaines qui finalement participaient de la colonisation. Et puis par rapport à cette Afrique qui serait ou non sortie de la colonisation et de la mise en place de l'État-nation, je voulais savoir aussi si cette indépendance, si elle n'est pas économique, est actuellement réelle. Merci madame. Alors il nous reste un quart d'heure. Si possible, messieurs, je vous invite à répondre de manière très courte. Jean-Pierre Chevènement, Pierre Singravelou, très courte à ces deux questions. Et ensuite, on passera à la question de madame. Là. S'agissant des nations qui ont résulté de la fin des empires coloniaux, je serai le dernier à dire que ce sont des nations achevées, ce sont des nations en formation
nous assistons à un phénomène d'ethnogénèse et il faut leur laisser le droit à l'histoire. Alors on a considéré qu'il fallait respecter les frontières héritées de la colonisation. Bon, c'est peut-être un principe de précaution sage, mais sur le plan économique, il est clair que beaucoup de ces États-nations n'ont pas de quoi vivre, si je puis dire, et que le problème du développement, il est posé. Est-ce que ces pays pourront rejoindre la cohorte des pays qui ont atteint un certain niveau de développement, hein? Ce n'est pas évident. C'est aussi le problème de la maîtrise de leur démographie par ces pays, par exemple de l'Afrique subsaharienne, où le taux de fécondité reste de 5, 6, 7 enfants par femme. Donc là, ça pose quand même le problème des religions et du discours que portent les religions, quelles qu'elles soient, sur ce sujet. Hein, elles restent fidèles à l'axiome « croissez et multipliez ». Or, si on veut que ces pays puissent se développer, il faut qu'ils dominent eux-mêmes leur croissance démographique. Parce que pour investir, pour le développement, il faut aussi pouvoir épargner. Par conséquent, il y a là un problème qui, pour le moment, est non résolu. Mais c'est à la base d'une problématique sur les 50 ou 100 ans qui viennent. Est-ce que le deuxième monde pourra rejoindre le premier? Et par conséquent, quelles sont les nations qui pourront se constituer pour leur faire ce bond en avant? Merci. Pierre Singaravellou. Oui, très rapidement. Donc vous posez une très bonne question parce qu'évidemment, c'est une chose de discuter comme ça de questions importantes et de renouvellement historiographique. C'en est une autre, évidemment, d'essayer de les diffuser en classe, en situation pédagogique, avec parfois des réactions qui peuvent être complexes à appréhender. Alors là, en l'occurrence, vous posez le débat en termes moraux, parce que ce débat est appréhendé en termes moraux par un certain nombre d'élèves. Je crois qu'il faut tout simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, l'avantage de l'histoire globale, qui n'est pas du tout contradictoire avec une approche nationale, ce sont deux approches qui, pour répondre à votre question tout à l'heure, ce sont deux approches qui se complètent et qui sont indispensables l'une pour l'autre en réalité, parce que chacune déstabilise les catégories de l'autre. Hein. Et donc on ne peut pas faire de l'histoire globale sans situer son propos dans des contextes très précis, et vice-versa, on ne peut pas appréhender des spécificités nationales sans les contextualiser, les comparer avec d'autres régions, et en mettant en avant les circulations, les interactions possibles. Alors, dans ce cas-là, la traite africaine, c'est tout simplement un élément qui permet d'expliquer la traite atlantique. Il n'y a pas de traite atlantique sans la traite interne africaine, puisque les navires négriers prélèvent des captifs qui leur sont fournis par les chefs, les dirigeants, les souverains africains. Hein, qui les ont eux-mêmes prélevés à l'occasion d'affrontements internes, de guerres, etc. Bon. Et de la même façon, on ne peut pas ne pas parler de la traite arabe en direction de l'autre moitié du monde. Hein. Donc c'est une nécessité, et je crois qu'il ne faut pas justement s'enfermer dans une appréhension uniquement morale de cette histoire-là. Merci Pierre Singaravellou. D'autres questions? Madame? Oui, madame, là. Qui a levé la main il y a 10 minutes. Voilà. Y a-t-il d'autres personnes après? Oui? Ah, pardon. C'est le même mouvement qu'on met. Oui, c'est pour mettre une veste. Oui. Oui, madame, on vous écoute. C'était une question pour l'historien qui m'a fait réagir à propos de l'Inde. On ne parle pas des femmes et le rôle des femmes en Inde et dans l'islam et dans la chrétienté n'est pas reconnu. Donc, je trouve que c'est pas très normal de parler qu'ils ont pris le système anglais parce que les femmes ne sont pas reconnues dans les basses classes en Inde. Merci, madame. Donc, la place des femmes. Alors là, en l'occurrence, l'Inde, c'est un peu un contre-exemple, puisque l'Inde est la première nation, enfin, non pas la première nation, mais l'un des premiers pays au monde, et bien avant la France, parce que nous n'avons pas eu encore cette chance, à se doter d'une femme Premier ministre, donc l'équivalent d'un chef de l'État, parce qu'il existe un président dans la constitution indienne, mais qui joue un rôle très secondaire, et donc c'est Indira Gandhi, comme vous le savez. Dans le Pakistan, au Pakistan, qui faisait partie de l'Empire des Indes, vous avez eu Benazir Bhutto, qui, elle, comme Indira Gandhi, était l'héritière d'une dynastie, et donc ceci explique cela largement. Mais je crois que vous avez raison. Et au Bangladesh également, exactement. Donc c'est un...
Et au Sri Lanka, c'est vrai, oui, oui. Donc il y a une spécificité de l'Asie du Sud en général de ce point de vue. Les femmes ont, dès les décolonisations, joué un rôle important. En réalité, avant même la décolonisation, les femmes commencent à jouer un rôle important au sein du Parti du Congrès dans les années 30. Il y a même une expérience qui est oubliée, c'est Bose, qui est Subhas Chandra Bose, qui est une espèce de général de Gaulle indien inversé, c'est-à-dire que c'est un nationaliste indien qui décide de prendre les armes contre les Britanniques. Donc il tranche avec la stratégie de Nehru et de Gandhi, qui est une stratégie pacifique. Et donc il décide en 1940 de s'allier avec les Japonais et les Allemands, et l'Allemagne nazie. Et donc il va fonder un gouvernement de l'Inde libre à Singapour. C'est pourquoi il y a une analogie avec De Gaulle, si vous voulez, même si évidemment ils ne défendent pas le même type de projet politique. Un gouvernement de l'Inde libre. Et ce Bose, eh bien, dans cette tradition féministe, si je puis dire, c'est un raccourci, qui existait au sein du Parti du Congrès, eh bien, accorde plusieurs portefeuilles ministériels de ce gouvernement de l'Inde libre avant la lettre à des femmes. Notamment, il y a un ministère de la condition des femmes. Les femmes forment pour la première fois en Asie des régiments militaires. Donc voilà, donc il y a l'Inde est quand même de ce point de vue un cas un peu particulier. Merci Pierre Singaravelou. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, comme il nous reste un peu moins de 10 minutes, on va tout de suite passer à la conclusion avec chacun de mes invités sur sortons d'un empire en 2-3 minutes, pas plus chacun, puisqu'il est moins 8. Bertrand Badi, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, on va sortir de la salle bientôt, mais est-ce qu'on sort de l'Empire pour autant? Ah, astucieux. Premièrement, vous savez, l'idée de cette table ronde, je crois, elle est en partie liée à cette opposition entre l'interprétation de Durosel, tout empire périra, et l'idée d'Henri Laurence, savoir qu'un empire ne meurt jamais. Les deux, mon général. Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'en même temps, je crois qu'on a bien saisi ces ruptures, ces chocs, et quand même, alors là, peut-être un petit différent, qui reste que dans l'écrasante majorité des chocs de violence, on n'a pas parlé aussi des révolutions qui mettent fin aux empires. La révolution chinoise en 1949 et la révolution russe en 1917. Bon. Donc, en même temps, ces ruptures, et en même temps, ce sentiment que l'identité impériale parcourt les âges, vient se superposer à d'autres logiques étatiques, nationales, etc. Ça, je crois que c'est quand même très, très important. Je disais tout à l'heure qu'il faut penser l'histoire de manière cumulative. Voilà, je pense, un bel exemple. Deuxième point, je crois que c'est un champ de recherche empirique. C'est-à-dire, comment ça s'est passé dans ces moments de rupture, avec un ordre politique qui est conçu quand même sur une grammaire tout à fait différente, et vous avez tout à fait raison, pas seulement de l'État-nation, mais de la cité-État, que des systèmes tribaux, que des systèmes segmentaires, il y a toute une collection à prendre en compte. Ça, c'est un champ de recherche empirique. Et enfin, troisièmement, où sont les lieux de résurgence et quel est, là peut-être on n'a pas beaucoup, je regrette qu'on n'en ait pas beaucoup discuté, quel est le pouvoir explicatif de ces résurgences? C'est-à-dire quand on voit dans toute la normalité, entre guillemets, parce qu'il y a une norme internationale qui est celle de l'État-nation, quand même ça, son statut particulier, c'est le seul reconnu par le droit international. Le droit international ne connaît pas les empires. Eh bien, quand on voit ces résurgences impériales, quel est leur pouvoir explicatif sur les choix de politique étrangère? Moi, j'ai bien aimé ce que disait Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure sur l'empire comme compensation. Regardez le couple Hollande-Merkel. Est-ce que la tentation impériale de Hollande ne fait pas écho à cette suprématie économique allemande? Une façon, en quelque sorte, de compenser le fait que l'Allemagne soit économiquement passée devant nous en jouant, contrairement à l'Allemagne, d'une capacité militaire qui a cette résurgence impériale. Merci Bertrand Badi. Et donc, il vous tend la perche, Monsieur Jean-Pierre Chevènement, sortie d'Empire. Je veux dire que cette compensation, si elle existait, me paraîtrait quand même assez dérisoire. Et que la question... C'est une compensation d'être dérisoire. Mais disons que l'empire colonial français, le deuxième empire colonial français, était quand même quelque chose d'assez substantiel. Vraiment, aujourd'hui, l'opération Barkhane, elle est nécessaire, je le crois, mais ce n'est pas une compensation, c'est une charge. Et on pourrait reprocher certainement aux autres Européens
de s'en distraire sur la France, de considérer que c'est le rôle de la France. Hein. C'est un rôle assez ingrat. Et la question que je voudrais reprendre au vol est de savoir quelle est la nature de l'Europe que nous sommes en train de construire. Est-ce qu'elle ne se rapproche pas davantage de cet empire européen que décrivait Ulrich Beck? C'est un livre de 2004 que chacun peut se procurer, qui a été édité, je crois, chez Fayard, mais où il décrit très bien, à travers les catégories de l'Empire, et même du Saint-Empire romain germanique, ce qu'est le fonctionnement de l'Union européenne, avec évidemment une nation qui est fédératrice, c'est l'Allemagne, qui est au centre de l'Europe, qui est en situation de surpuissance industrielle, qui est décisionnaire en matière monétaire, en matière économique, qui ne l'est pas en matière militaire, parce que cela, c'est les États-Unis. Et quand les États-Unis disent quelque chose, par exemple sur l'Ukraine, l'Allemagne suit. Donc nous avons affaire à quelque chose qui ressemble à un Saint-Empire, non pas romain germanique, on pourrait dire plutôt, je ne sais pas, américano-germanique, du capital financier, car c'est bien cela qui, en dernier ressort, détermine, je dirais, les politiques. Enfin, je parle surtout sur le plan économique. Donc, ce n'est pas joué, évidemment, mais il me semble que on parle un peu à tort et travers de l'idée de souveraineté nationale ou populaire. C'est à peu près la même chose. Je pense que c'est forcément le fondement de toute construction démocratique. Si on ne part pas de là, il n'y a pas de démocratie. Et par conséquent, il faut construire une démocratie où des délégations de compétences peuvent être imaginées, mais dans des conditions qui permettent le contrôle démocratique de leur exercice. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En matière monétaire, en matière économique, allez voir M. Tsipras. En matière de droit, en 1000 domaines, il n'y a plus aujourd'hui de contrôle démocratique, de sorte qu'on peut entendre, par exemple, M. Juncker déclarer qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités. Mais quand on sait ce que sont les traités et leur application, et le droit dérivé, 80% de notre législation, c'est tout. Donc, qu'est-ce qui reste pour la démocratie? Et à mon avis, c'est là une des explications que je propose, beaucoup plus que la disparition de la tache rose sur la planisphère au moral vacillant des Français. Merci Jean-Pierre Chevènement. Pierre Oui. Singaravellou. Et pour conclure, une minute pour conclure. Ce sera beaucoup plus court et prosaïque. Sortir des empires, oui, c'est une question encore d'actualité, puisque c'est au fond l'ONU qui le dit. L'ONU a créé en son sein le comité de décolonisation en 1960. Et je vous rappelle que figurent sur la liste des territoires à décoloniser encore 17 territoires non autonomes, parmi lesquels la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, que nous connaissons bien. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette liste est très subjective. Pourquoi seulement 17 territoires? Parce que la Russie et la Chine sont très actives au sein de ce comité pour faire en sorte bien, que les grands territoires à décoloniser, que sont sans doute le Tibet, que sont sans doute le cas des Ouïghours en Chine, bien, ne figurent pas sur cette liste. Donc là encore, on retrouve la question du biais, du discours impérial qu'il faut... C'est une autre question à poser. Alors malheureusement, vous la posez au dernier moment. Disons que la Palestine est reconnue à l'ONU. Pardon ? Très bien, très bien. On est reparti pour 1 heure, mais on doit sortir. Donc je vous remercie beaucoup. Remercions M. Badi, M. Jean-Pierre Chevènement et Pierre Singaravellou. Alors, juste pour finir, Pierre Singaravellou est auteur de Les Empires coloniaux chez Seuil en 2013, Bertrand Badi, Un monde de souffrance chez Salvatore en 2015, et Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014, L'Europe sortie de l'histoire chez Fayard en 2013. Merci encore.